Depuis plus de 2 décennies, la République démocratique du Congo est le théâtre d'un conflit complexe, sanglant et souvent ignoré du reste du monde. Une guerre qui n'a pas de ligne de front claire, pas de vainqueur, pas de paix durable. Une guerre qui mêle politique, ressources naturelles, influences étrangères et douleurs humaines. Des millions de morts, des familles déplacées, des femmes violées, des enfants enrôlés. Et au milieu de tout cela, un peuple fatigué, mais toujours debout. Aujourd'hui, au-delà du constat de l'horreur, il faut poser une question essentielle. Comment y mettre fin? Quelles sont les solutions possibles à la guerre en RDC? Comprendre les racines du mal. Avant de parler de solutions, il faut d'abord comprendre. La guerre en RDC n'est pas née d'hier. Elle est le résultat d'une accumulation historique. D'abord, l'héritage colonial. Le Congo belge, exploité sans pitié. Les frontières tracées sans logique humaine. Ensuite, l'indépendance en 1960, trop rapide, mal préparée. L'assassinat de Patrice Lumumba. Les rivalités entre Katanga, Kasai et Kinshasa. Puis le régime de Mobutu, 30 ans de dictature, de corruption et d'affaiblissement des institutions. Quand Mobutu tombe en 1997, le pays s'effondre avec lui. La première guerre du Congo, menée par Laurent-Désiré Kabila avec le soutien du Rwanda et de l'Ouganda, ouvre la porte à un chaos régional. À peine installé au pouvoir, Kabila père se brouille avec ses alliés. Vient alors la deuxième guerre du Congo, appelée aussi la guerre mondiale africaine. 9 pays africains y participent directement, des dizaines de groupes armés naissent et la population paie le prix du sang. Les acteurs du conflit. Pour espérer trouver une solution, il faut identifier les acteurs. Il y a 4 grands niveaux: local, national, régional et international. Au niveau local, on retrouve les milices communautaires, souvent formées pour se défendre, mais qui finissent par devenir des bandes armées incontrôlables. Les Maï-Maï, les FDLR, le M23, les Codeco, les ADF. Une mosaïque de sigles, d'idéologies et de haine. Au niveau national, il y a l'État congolais lui-même, souvent affaibli, mal organisé, infiltré. L'armée nationale, les FARDC, manque de moyens, de discipline et de cohésion. Au niveau régional, la guerre du Congo est aussi une guerre de ses voisins. Le Rwanda, l'Ouganda, parfois le Burundi, voire la Tanzanie. Tous ont, à un moment ou un autre, joué un rôle dans l'exploitation des ressources ou le soutien à des groupes rebelles. Enfin, au niveau international, il y a le poids des multinationales, la demande mondiale en coltan, en or, en cobalt, ces minerais qui alimentent nos téléphones, nos ordinateurs, nos voitures électriques. Tant que le commerce mondial profitera du chaos, la paix sera difficile à atteindre. Première solution, renforcer l'État et l'armée. La première clé de la paix, c'est un État fort. Un État qui contrôle son territoire, qui paie ses soldats, qui protège ses citoyens, qui fait respecter la loi. Tant que la RDC sera un géant aux pieds d'argile, morcelé et vulnérable, les groupes armés trouveront un terrain fertile. Il faut réformer l'armée congolaise de fond en comble, professionnaliser les officiers, mettre fin à l'impunité, créer une chaîne de commandement claire, et surtout, assurer un paiement régulier et digne des militaires. Un soldat qui ne mange pas devient un bandit. Un officier corrompu devient un trafiquant. Et un État qui ne défend pas son peuple perd sa légitimité. Mais la force militaire seule ne suffit pas. Il faut aussi une réforme administrative, une justice indépendante et une décentralisation réelle pour que les provinces se sentent concernées par la paix. Deuxième solution, désarmer, démobiliser, réintégrer. Depuis 20 ans, plusieurs programmes de DDR, désarmement, démobilisation et réintégration, ont été tentés. Mais beaucoup ont échoué, faute de suivi et de sincérité politique. Pourtant, c'est une voie incontournable. On ne peut pas bâtir la paix avec des milliers d'hommes armés errant dans les forêts du Nord Kivu ou de Lema-Ituri. Le DDR doit être repensé. Offrir de vraies opportunités économiques aux ex-combattants. Créer des projets agricoles et artisanaux. Accompagner les familles. Et surtout garantir que ceux qui déposent les armes ne soient pas trahis ou oubliés. La réintégration doit être communautaire, pas seulement individuelle, car dans bien des villages, les anciens miliciens sont à la fois bourreaux et fils du pays.
La réconciliation passe par la vérité, la justice et la possibilité de recommencer une vie normale. Troisième solution, une diplomatie régionale courageuse. La paix au Congo ne viendra pas sans une coopération régionale sincère. Tant que le Rwanda, l'Ouganda et des autres voisins verront la RDC comme un Eldorado à exploiter ou une menace à contenir, la guerre se poursuivra sous d'autres formes. Il faut une négociation régionale de vérité. Pas des conférences où chacun joue à l'innocent, mais des tables rondes où l'on ose parler des trafics, des complicités, des responsabilités. Union africaine et la communauté des États Afrique de l'Est doivent cesser d'être des spectateurs complaisants. Elles doivent exiger des comptes, imposer des sanctions et encourager une diplomatie de la vérité. Les peuples rwandais, ougandais, burundais et congolais sont frères par l'histoire, mais ennemis par la manipulation. Il faut reconstruire des ponts entre eux par le commerce légal, la culture et la jeunesse. Quatrième solution, assainir le commerce des minerais. Tant que les ressources naturelles du Congo seront une malédiction plutôt qu'une bénédiction, la guerre se nourrira d'elle-même. Il faut rendre transparent le commerce du coltan, de l'or et du cobalt, créer un système de traçabilité obligatoire, sanctionner les entreprises étrangères qui achètent des minerais de guerre, encourager la transformation locale pour que les Congolais bénéficient eux-mêmes de leurs richesses. C'est un chantier énorme, mais nécessaire. Car aujourd'hui, chaque téléphone portable vendu dans le monde contient peut-être une goutte de sang congolais invisible. Cinquième solution, la justice et la mémoire. La paix sans justice est une illusion. Tant que les crimes resteront impunis, les victimes continueront de souffrir et les bourreaux reviendront au pouvoir. Il faut un tribunal spécial pour la RDC, soutenu par l'Union africaine et les Nations unies. Un tribunal capable d'enquêter sur les massacres, les viols de guerre, les crimes économiques, depuis les années 1990 jusqu'à aujourd'hui. Mais la justice ne doit pas être seulement punitive. Elle doit aussi être restauratrice. Donner aux communautés la possibilité de se parler, de se pardonner, de reconstruire ensemble. La mémoire, elle aussi, doit être cultivée. Musées, livres, films, témoignages. Il faut raconter l'histoire congolaise dans sa vérité. Car un peuple sans mémoire est un peuple condamné à revivre ses tragédies. Sixième solution, l'éducation et la jeunesse. Aucune paix ne sera durable sans éducation. Des écoles détruites, des enfants sans avenir deviennent des recrues faciles pour les milices. Investir dans l'éducation, c'est désarmer la haine. C'est semer la paix dans les esprits avant qu'elle ne germe sur la terre. La jeunesse congolaise est immense, talentueuse, connectée au monde. Elle veut travailler, créer, aimer son pays. Il faut lui donner les moyens d'y croire. Créer des programmes d'entrepreneuriat, des bourses d'échange, des formations techniques, voilà une vraie révolution silencieuse. Septième solution. Redonner la parole au peuple. Enfin, la solution la plus simple, mais la plus difficile. Écouter le peuple. Trop souvent, les décisions sont prises à Kinshasa ou à New York, mais jamais à Goma, Bunia, Uvira ou Beni. Les Congolais connaissent leurs souffrances mieux que quiconque, et ils connaissent aussi les chemins vers la paix. La société civile, les églises, les associations de femmes, les mouvements de jeunes, tous doivent avoir leur place dans les négociations. Il faut un dialogue national inclusif, honnête, sans exclusion politique, sans manipulation. Une paix imposée d'en haut échouera toujours. Une paix construite d'en bas, avec les cœurs et les mains du peuple, tiendra peut-être enfin. Le rôle du monde, le reste du monde, ne peut plus détourner le regard. La RDC n'est pas seulement une tragédie africaine. C'est un miroir pour notre humanité. L'Europe, les États-Unis, la Chine, la Russie, les pays arabes, tous profitent, d'une manière ou d'une autre, des ressources congolaises. Ils ont donc une responsabilité morale et économique. L'aide internationale doit cesser d'être caritative. Elle doit devenir structurante, orientée vers la souveraineté du Congo. Former des ingénieurs, pas seulement envoyer des sacs de riz. Soutenir la justice, pas seulement les élections. Et respecter la voix du peuple congolais, au lieu de choisir ses dirigeants à sa place. Enfin, la paix comme devoir. La guerre du Congo n'est pas une fatalité. C'est une construction humaine, donc elle peut être déconstruite. La paix ne viendra pas d'un miracle, ni d'un traité signé dans une capitale étrangère.
Elle viendra de la volonté politique, de la lucidité morale et de la solidarité africaine. Le Congo est un pays trop riche pour être pauvre, trop vaste pour être divisé, trop beau pour rester en deuil. Les solutions existent. Elles demandent du courage, de la patience et de l'amour du pays. Un jour, peut-être, on ne parlera plus du conflit congolais, mais de la renaissance congolaise. Et ce jour-là, l'Afrique entière respirera un peu mieux.